Ils étaient sur scène, en pleine lumière, quand tout s'est arrêté. Ce soir-là, personne ne s'attendait à vivre l'impensable. Rire, applaudissements, puis silence total. Voici 15 artistes qui ont offert leur dernière performance sous les yeux d'un public bouleversé, figé entre admiration et choc. Numéro 1, Molière. Le 10 à 7 février 1673, au théâtre du Palais Royal à Paris, la salle est comble. On joue Le Malade imaginaire, une comédie nouvelle que tout le monde attend. Molière, affaibli depuis plusieurs semaines, monte pourtant sur scène. Il incarne Argan, le malade obsédé par la médecine, et fait rire le public par son jeu plein d'énergie. Derrière le maquillage, il cache une toux persistante, mais personne ne s'en doute. Les lumières, les rires et les applaudissements couvrent les premiers signes de malaise. À l'acte final, alors qu'il prononce la fameuse réplique sur le mariage forcé, sa voix se brise. Il tousse, crache du sang, vacille un instant. Le public croit à une improvisation. Les comédiens autour de lui continuent, espérant qu'il reprendra. Il insiste pour finir la scène, déterminé à ne pas interrompre la représentation. Quand le rideau tombe, les spectateurs se lèvent, saluent l'artiste sans savoir qu'ils viennent d'assister à son ultime moment de théâtre. Dans les coulisses, Molière s'effondre. Ses amis tentent de le soutenir, mais il ne parvient plus à parler. Transporté chez lui, rue de Richelieu, il s'éteint quelques heures plus tard. Il porte encore le costume jaune de son personnage. Ce soir-là, le théâtre perd non seulement son plus grand comédien, mais aussi l'âme qu'il a façonnée. La nouvelle se répand à travers Paris comme un murmure d'incrédulité. Les rumeurs courent, les gens se rassemblent devant sa maison, certains refusent d'y croire. À cette époque, la loi interdit l'inhumation religieuse des comédiens. Molière, pourtant auteur favori du roi Louis XIV, ne trouve pas immédiatement de sépulture. Sa femme, Armande Béjart, supplie l'archevêque d'autoriser les funérailles. Après plusieurs jours de négociations, l'autorisation est donnée à condition d'une cérémonie discrète. Le 20 et 1 février, dans la nuit, à la lueur des torches, le cortège avance silencieusement vers le cimetière Saint-Joseph. Quelques amis fidèles l'accompagnent. La foule observe de loin, respectueuse et bouleversée. Molière meurt comme il a vécu, sur scène, entouré de mots et de rires. Ce dernier souffle mêlé au bruit des applaudissements devient une légende. En France, on dit encore aujourd'hui qu'il est le symbole du comédien dévoué jusqu'à la fin, celui qui ne quitte jamais la scène tant qu'il reste un souffle à donner. Son œuvre continue de résonner dans les théâtres du monde entier. Le nom de Molière reste lié pour toujours à ce soir de février, où la fiction et la vie se sont rejointes dans un même instant suspendu. Numéro 2, Mousse Diouf. Le 25 juin 2009, sur la scène du théâtre de Mantes-la-Jolie, le public rit aux éclats. L'humoriste, connu pour son énergie et son humour bienveillant, présente un nouveau spectacle. Les rires fusent, l'ambiance est légère. Mousse Diouf, en pleine forme apparente, enchaîne les blagues avec son sourire habituel. Mais derrière cette joie communicative, il ressent depuis quelques jours une fatigue inhabituelle. Il pense que ce n'est rien, un simple épuisement. Au milieu de son sketch, alors qu'il imite un policier, il ralentit soudain. Sa voix devient plus faible. Il pose une main sur sa tête, perd l'équilibre et s'effondre. Le public croit d'abord à une mise en scène, un effet comique. Les spectateurs rient encore quelques secondes avant que le silence ne tombe sur la salle. Les techniciens accourent, la lumière s'éteint doucement, le rideau se ferme. On comprend que quelque chose de grave vient de se passer. Transporté à l'hôpital, Mousse Diouf est victime d'un accident vasculaire cérébral. Les médecins interviennent rapidement, mais les séquelles sont lourdes. Pendant plusieurs mois, il suit une rééducation difficile. Les fans lui écrivent, les collègues de télévision lui envoient des messages d'encouragement. Toute la France se souvient de son rôle dans la série policière Julie Lescaut, où il incarnait l'inspecteur Justine Nogouma avec une humanité rare. Malgré son courage et sa détermination, Mousse Diouf ne retrouvera jamais complètement la parole ni la mobilité. Sa famille reste à ses côtés, refusant de baisser les bras. Les médias donnent régulièrement de ses nouvelles, toujours pleines d'espoir. Les Français, attachés à son humour simple et sincère, espèrent un retour sur scène. Mais le corps ne suit plus. Les années passent, les souvenirs s'accumulent. Le 27 juillet 2012, il s'éteint paisiblement à Marseille, entouré des siens. L'annonce bouleverse le pays. Les plateaux de télévision diffusent les extraits de ses sketchs, les scènes de Julie Lescaut, les interviews où il faisait rire même les journalistes les plus sérieux. Les hommages affluent de toutes parts. On se souvient de lui comme d'un artiste entier,
toujours tourné vers les autres. Un homme qui ne cherchait pas la gloire mais le partage. Dans la mémoire du public français, Mouss Diouf reste cet ami chaleureux qu'on aurait aimé croiser dans la rue, celui qui savait transformer les moments simples en éclats de rire. Le jour où il est tombé sur scène, c'est tout un pays qui a compris combien il était aimé. Son départ a laissé un silence étrange, celui qu'on ressent quand la lumière s'éteint sur un artiste qui donnait tout, jusqu'au dernier instant. Numéro 3, Papa Wemba. Le 24 avril 2006, à Abidjan, sur la grande scène du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, l'air est lourd et électrique. Les projecteurs illuminent la foule, la musique résonne fort. Papa Wemba, vêtu de blanc, s'avance lentement au centre. Il salue, ajuste son micro et commence à chanter. Sa voix, puissante et douce à la fois, enveloppe les spectateurs dans une émotion collective. Depuis des décennies, il est le roi incontesté de la rumba congolaise, adoré en Afrique comme en France. Quelques minutes plus tard, en plein couplet, son geste se fige. Il baisse la tête, puis s'écroule doucement. Ses musiciens continuent à jouer, pensant à une improvisation. Le public, d'abord amusé, applaudit encore. Mais sur scène, quelque chose ne tourne pas rond. Le chanteur ne bouge plus. La musique s'arrête, la foule retient son souffle. Les techniciens accourent, les secours montent sur scène. L'atmosphère de fête se transforme en silence lourd. Transporté d'urgence dans un hôpital d'Abidjan, Papa Wemba ne reprendra pas conscience. La nouvelle se répand dans la nuit, d'abord en Côte d'Ivoire, puis à Kinshasa, à Paris, à Bruxelles. Les radios francophones interrompent leur programme pour annoncer la perte de celui qu'on appelait affectueusement le roi de la sape, ce style vestimentaire unique qu'il avait transformé en art de vivre. En France, ses fans se souviennent de ses concerts à l'Olympia, de ses apparitions aux côtés de musiciens français, de sa voix qui mêlait douceur et ferveur. Papa Wemba était plus qu'un chanteur. Il était un pont entre les continents, un symbole de l'Afrique moderne, ouverte et créative. Sa disparition sur scène, au moment même où il faisait ce qu'il aimait le plus, a bouleversé des milliers de personnes. Les hommages affluent. Les rues de Kinshasa se couvrent d'affiches, les chaînes françaises diffusent ses plus grands succès, de Maria Valencia à Yolel. Ses proches racontent qu'il répétait souvent cette phrase avant chaque concert. « Mourir sur scène serait pour moi le plus beau départ ». Ce soir-là, son vœu s'est accompli sans qu'il l'ait voulu. Quelques jours plus tard, son cercueil, recouvert du drapeau de la République démocratique du Congo, est accueilli à l'aéroport de Kinshasa par une marée humaine. Des milliers de voix entonnent ses chansons. La musique qu'il a laissée continue de vivre, comme si chaque note contenait une part de son âme. Le 24 avril 2006, Papa Wemba n'a pas quitté la scène. Il l'a gravé pour toujours dans la mémoire du public. Numéro 4. Mikaben. Le 15 octobre 2022, à Paris, dans la salle immense de l'Accor Arena, plus de 20 000 personnes sont réunies pour un concert exceptionnel du groupe haïtien Karimi. Sur scène, l'ambiance est joyeuse. Les musiciens sourient, les fans agitent les drapeaux d'Haïti. Mikaben, de son vrai nom Michael Benjamin, entre sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Il porte une veste bleue, un large sourire et salue la foule avant de commencer à chanter. Sa voix, claire et énergique, remplit la salle. Quelques minutes après le début du morceau, il avance vers le centre, lève les bras, puis s'arrête brusquement. Il chancelle, puis s'effondre sans un mot. Le public croit à un effet de mise en scène. Les caméras continuent de filmer, les lumières restent vives. Mais sur le visage des musiciens, la panique remplace la joie. Certains accourent vers lui, d'autres appellent à l'aide. En quelques secondes, la fête se transforme en silence. Les secours arrivent sur scène, le public regarde sans comprendre. La musique s'est arrêtée, mais les cris de détresse résonnent encore. Les spectateurs, d'abord figés, commencent à prier, à pleurer, certains quittent la salle en silence. L'Accor Arena, qui vibrait quelques instants plus tôt, devient un lieu suspendu dans le temps. Mikaben est transporté d'urgence vers les coulisses. Les écrans géants s'éteignent. Le concert ne reprendra pas. La nouvelle se répand dans la nuit parisienne et jusqu'à Port-au-Prince, sa ville natale. Les réseaux sociaux s'embrasent, les médias français et haïtiens confirment la tragédie. Mikaben, 41 ans, s'est éteint après avoir offert à son public l'une de ses plus belles prestations. Sa disparition soudaine choque profondément la communauté haïtienne et francophone. En France, beaucoup se souviennent de ses collaborations avec de grands artistes caribéens et africains, de ses chansons pleines de lumière et d'espoir. Son style mélangeait la pop, le compas et la soul,
toujours avec un message positif. Mika Ben représentait la jeunesse haïtienne qui rêve, qui crée, qui chante la vie même dans la douleur. Quelques jours plus tard, un hommage est organisé à Paris. Des centaines de personnes viennent déposer des fleurs devant la salle où il avait chanté pour la dernière fois. À Port-au-Prince, des milliers d'Haïtiens accompagnent sa mémoire par des chants et des bougies. Ce soir du 15 octobre 2022, Paris et Haïti se sont unis dans la même émotion. Sur scène, Mika Ben a laissé son ultime sourire, celui d'un artiste parti au cœur de sa passion. Numéro 5, Dimebag Darrell. Le 8 décembre 2004, à Columbus, dans l'État de l'Ohio, la salle de concert Al Rosa Villa est remplie. Le groupe Damage Plan vient de monter sur scène, porté par l'énergie de son guitariste légendaire, Dimebag Darrell, ancien membre du groupe Pantera. Les fans sont en délire. Les premières notes de guitare électrisent la foule. Darrell, avec sa longue chevelure rousse et son célèbre sourire, salue le public avant de plonger dans un solo explosif. Quelques instants plus tard, alors que le premier morceau vient à peine de commencer, un bruit inattendu retentit. La scène s'arrête brusquement. Les musiciens regardent autour d'eux sans comprendre. Le public, d'abord confus, réalise qu'un drame vient de se produire. Les cris remplacent la musique, les lumières se rallumant. Dans la panique, certains spectateurs cherchent à sortir, d'autres restent figés, incapables de croire ce qu'ils viennent de voir. Les secours arrivent rapidement. Les agents de sécurité interviennent pour évacuer la salle. La nouvelle se répand d'abord dans la ville, puis à travers tout le pays. En quelques heures, les fans de rock et de métal du monde entier apprennent que Dimebag Darrell, l'un des guitaristes les plus influents de sa génération, a perdu la vie sur scène. En France, les radios spécialisées dans le rock interrompent leur programme pour rendre hommage à l'artiste. Les magazines de musique publient des éditions spéciales. Darrell, connu pour son talent exceptionnel et sa gentillesse, était une figure respectée et aimée du public français. Son jeu de guitare, mélange unique de puissance et de mélodie, avait inspiré toute une génération de musiciens européens. Les fans français se souviennent de ses concerts à Paris et à Lyon, de sa proximité avec le public, de son rire contagieux et de sa passion sans limite pour la musique. Pour eux, il représentait la liberté, la créativité et l'âme du métal authentique. Sa disparition brutale, en plein concert, a marqué à jamais la communauté musicale. Quelques jours plus tard, des milliers de personnes assistent à une cérémonie en son honneur. Des artistes du monde entier, y compris plusieurs groupes français, lui dédiant des morceaux sur scène. Les messages affluent depuis la France, la Belgique et le Canada francophone. Tous parlent du même sentiment, celui d'un immense vide dans le monde du rock. Le 8 décembre 2004 restera gravé comme le jour où la musique a perdu un virtuose passionné, un homme qui vivait chaque note comme un feu. Pour des millions de fans, Dimebag Darrell continue de jouer quelque part, guitare en main, au cœur du son qu'il aimait tant. Numéro 6. Mark Sandman. Le 3 juillet 1999, en Italie, sous le soleil d'été de la ville de Palestrina, le festival de musique Nel Nome del Rock bat son plein. Des centaines de spectateurs profitent de la soirée, la bière à la main, impatients d'entendre le groupe américain Morphine. Mark Sandman, chanteur et bassiste, monte sur scène avec son allure tranquille, son regard profond et sa basse à 2 cordes qui a fait sa signature. Il salue le public, ajuste son micro et commence à jouer. Sa voix grave et feutrée s'élève au-dessus du son chaud du saxophone. Le concert débute parfaitement. Le public est captivé, emporté par ce mélange unique de rock, de blues et de jazz. Quelques morceaux plus tard, alors qu'il interprète Super Sex, Mark Sandman sourit, ferme les yeux et se penche vers l'avant. Son corps se fige, puis il s'écroule lentement sur la scène. Les musiciens s'arrêtent, croyant d'abord à un effet de jeu. Les techniciens courent, la foule ne comprend pas. Le silence tombe sur le festival. Les secours arrivent en urgence, la scène est évacuée, le public reste immobile. Quelques minutes plus tard, la rumeur se répand. Le chanteur de Morphine vient de s'effondrer en plein concert. Les gens pleurent, d'autres restent assis, incapables de parler. Ce soir-là, le monde de la musique perd un artiste d'une intensité rare. Mark Sandman avait 46 ans. En France, sa voix était familière des amateurs de rock alternatif. Morphine avait séduit le public français dès le début des années 90. Leur son minimaliste, envoûtant, sans guitare, était perçu comme un ovni musical. Le groupe se produisait régulièrement à Paris, à Lyon, à Nantes, et ses disques figuraient dans les collections des mélomanes les plus exigeants. Après sa disparition,
Les radios françaises lui rendent hommage. Le Monde publie un article intitulé « La basse s'est tue », saluant un artiste hors norme. Ses amis racontent qu'il disait souvent vouloir mourir sur scène, là où il se sentait le plus vivant. Cette phrase résonne comme une prophétie. Les membres du groupe Morphine décident d'arrêter définitivement la formation après cet événement. Ils affirment que personne ne pourrait remplacer sa présence magnétique. En Italie, un an plus tard, une plaque commémorative est installée sur le lieu du festival. Elle porte simplement son nom et ces mots « La musique ne meurt jamais ». Le 3 juillet 1999, Mark Sandman a laissé au monde une dernière note, suspendue dans le silence. Numéro 7, Mango. Le 7 décembre 2014, dans la petite ville de Policoro, au sud de l'Italie, le théâtre Pala Ercole accueille un concert très attendu. Sur scène, Mango, chanteur italien à la voix unique, entame sa tournée intitulée La mort est invisible. Le public, composé de fans de toute génération, chante avec lui chaque refrain. La soirée se déroule dans une ambiance chaleureuse. Mango, vêtu simplement, sourit et salue souvent la foule entre deux chansons. Sa voix, à la fois douce et puissante, semble traverser le temps. Peu avant 23 heures, il commence à interpréter Oro, l'un de ses plus grands succès. L'émotion dans la salle est palpable. Au milieu du morceau, il ferme les yeux, pose une main sur sa poitrine et dit calmement qu'il ne se sent pas bien. Les musiciens s'arrêtent, inquiets. Le public croit d'abord à une mise en scène, habitué à son intensité dramatique. Mais en quelques secondes, la tension monte. Mango chancelle, puis s'effondre. Les cris retentissent, les secours sont immédiatement appelés. Les médecins présents dans la salle se précipitent. Le silence s'installe, pesant, les lumières se baissent, la musique s'éteint. Malgré les efforts des équipes médicales, Mango ne se relève pas. Le concert s'arrête brutalement. Dans la confusion, les spectateurs sortent lentement, certains en larmes, d'autres incrédules. Ce moment restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui étaient présents. La nouvelle se répand dès la nuit même dans toute l'Italie, puis en France, où Mango comptait de nombreux admirateurs. Les journaux italiens parlent d'un artiste qui a donné son dernier souffle sur scène, dans un ultime acte d'amour pour la musique. En France, les chaînes francophones rediffusent ses clips, ses duos avec des artistes connus, et rappellent qu'il était l'un des premiers chanteurs italiens à avoir conquis le public français dans les années 80. Mango, de son vrai nom Giuseppe Mango, avait 60 ans. Il était reconnu pour sa capacité à mêler la musique méditerranéenne au son moderne. Sa chanson Oro, sortie en 1984, reste encore aujourd'hui un hymne intemporel de la chanson italienne. Quelques jours plus tard, des milliers de personnes assistent à ses funérailles dans sa ville natale de Lago Negro. Des bougies, des fleurs, et les paroles de ses chansons résonnent doucement dans l'air froid de décembre. Le 7 décembre 2014, Mango a quitté la scène comme il l'avait toujours rêvé, dans la lumière, entouré de sa musique et de ceux qu'il aimait. Son dernier concert est devenu un symbole d'émotion pure, un adieu poétique à la vie d'artiste. Numéro 8, Barbara Weldens. Le 10 à 9 juillet 2010 à 7, dans la commune de Gourdon, au cœur du département du Lot, le festival Léo Ferré bat son plein. Le public, rassemblé sous un grand chapiteau, attend avec impatience la jeune chanteuse Barbara Weldens, récompensée quelques mois plus tôt par le prix Jacques Brel. L'air est chaud, les rires fusent, la soirée s'annonce belle. Vers 23 heures, elle monte sur scène, pieds nus comme à son habitude, vêtue d'une robe légère. Elle commence à chanter avec son énergie éclatante, sa voix claire résonne entre les collines. Au milieu de son récital, elle entame une chanson douce qu'elle avait écrite pour sa grand-mère. Soudain, elle interrompt un accord, sursaute, puis s'effondre sans un mot. Le public, surpris, pense à un effet théâtral. Les musiciens s'arrêtent, les techniciens accourent. En quelques secondes, la fête se transforme en silence. Les spectateurs, d'abord immobiles, se lèvent, inquiets. Le chapiteau devient étrangement calme. Les secours interviennent immédiatement, mais rien ne semble pouvoir changer le cours des événements. La nouvelle tombe dans la nuit. Barbara Weldens, 34 ans, vient de s'éteindre pendant son concert. La France se réveille le lendemain sous le choc. Les radios diffusent ses chansons, sa voix encore vive à travers les ondes. Elle venait de publier son premier album, Le Grand Âge de l'Homme, salué par la critique. Son style poétique, inspiré de la chanson française classique, rappelait à beaucoup l'esprit de Barbara et de Ferré. Dans les jours qui suivent, les journaux français racontent le drame avec pudeur.
Les artistes lui rendent hommage, les festivals de l'été diffusent sa musique avant chaque représentation. À Paris, plusieurs salles de concert observent une minute de silence en son honneur. Sa disparition si soudaine bouleverse le monde de la chanson francophone, qui voyait en elle une nouvelle étoile prête à illuminer la scène pendant des décennies. Née dans une famille de circassiens, Barbara Weldons avait grandi sous un chapiteau. Elle aimait dire que la scène était sa maison. Enfant, elle jonglait, dansait et chantait pour les voyageurs. Adulte, elle avait transformé cette énergie en poésie musicale. Le 10 à 9 juillet 2010 à 7, elle a quitté la scène comme elle y était entrée. Les pieds nus, la tête dans la lumière. Son dernier concert est devenu une légende. Ceux qui étaient là parlent encore de ce moment suspendu où le temps s'est arrêté. Sa voix, fragile et forte à la fois, résonne toujours dans les festivals d'été du sud de la France, comme un écho éternel d'une passion interrompue. Numéro 9, Yann Arnaud. Le 10 à 7 mars 2010 à 8, à Tampa, en Floride, la salle Amalie Arena est plongée dans l'obscurité. Les spectateurs attendent avec impatience le spectacle Volta du Cirque du Soleil, connu pour ses numéros aériens spectaculaires. La musique démarre, les projecteurs s'allument, la magie commence. Sur scène, Yann Arnaud, artiste français expérimenté, prépare son entrée. Il est acrobate depuis plus de 15 ans, un visage familier des amateurs de cirque dans le monde entier. Ce soir-là, il exécute un numéro aérien baptisé Strap Duo, suspendu à plusieurs mètres du sol par 2 longues sangles. La scène est silencieuse, seul le son de la musique accompagne sa danse dans les airs. Les spectateurs retiennent leur souffle, fascinés par la fluidité de ses mouvements. Ses bras tendus, son corps parfaitement aligné, tout semble sous contrôle. Soudain, au moment d'une transition complexe, il perd sa prise. Le public entend un cri, puis un bruit sourd. L'acrobate vient de chuter. La musique s'interrompt, les lumières changent, la tension devient palpable. Les secours montent rapidement sur scène, les artistes forment un cercle pour protéger la vue. Le public reste figé, certains croient encore à une partie du spectacle. L'équipe médicale intervient sur place avant de transporter Yann Arnaud vers un hôpital de Tampa. Les spectateurs quittent la salle dans un silence pesant. Quelques heures plus tard, la nouvelle tombe. L'artiste français n'a pas survécu à ses blessures. En France, la nouvelle provoque une vive émotion. Les journaux rappellent son parcours, sa carrière exemplaire au sein du Cirque du Soleil et les nombreuses productions auxquelles il a participé. Il avait commencé comme gymnaste avant de rejoindre le cirque à Montréal. Ses collègues témoignent de son professionnalisme, de sa gentillesse et de sa passion sans limite pour l'art du mouvement. Dans les jours qui suivent, le Cirque du Soleil suspend ses représentations en signe de deuil. Des hommages sont rendus à travers le monde, notamment à Paris, où de nombreux artistes français saluent la mémoire d'un homme qui vivait pour le spectacle. Son nom devient symbole du courage des artistes de cirque, ces hommes et femmes qui risquent tout pour offrir de la beauté et de l'émotion. Le 10 à 7 mars 2010 à Huy, sous les projecteurs d'une salle comble, Yann Arnaud a quitté la scène comme il y avait consacré sa vie, porté par la grâce et la passion du geste parfait. Son ultime vol est resté suspendu dans les mémoires, comme une image de pureté et de dévouement. Numéro 10, Leonard Warren. Le 4 mars 1960, à New York, le Metropolitan Opera affiche complet. Sur scène, l'un des plus grands barytons américains du siècle s'apprête à chanter la Forza del Destino de Giuseppe Verdi. Leonard Warren, déjà célèbre dans le monde entier, se prépare dans les coulisses avec le calme et la rigueur qui le caractérisent. Il a chanté cette œuvre des dizaines de fois, mais ce soir-là, il semble particulièrement inspiré. Le rideau se lève, l'orchestre entonne les premières notes, la voix du chanteur emplit la salle. Le public, attentif et ému, suit chaque phrase. Au 3e acte, Leonard Warren entame sa grande scène, Mourir, Tremanda Cosa, un air puissant où le personnage qu'il incarne médite sur la mort et le destin. Sa voix résonne avec une intensité rare. Soudain, au milieu d'une phrase, il s'interrompt. Son corps se raidit, il recule de quelques pas, porte une main à sa tête, puis s'effondre doucement sur la scène. L'orchestre s'arrête, les chanteurs autour de lui restent figés. Le silence envahit la salle, le rideau tombe aussitôt, le chef d'orchestre quitte son pupitre, les secours accourent. Les spectateurs, incrédules, attendent, pensant d'abord à un incident mineur. Mais la représentation ne reprendra pas. La nouvelle se répand dans le hall, puis dans tout le théâtre. Leonard Warren vient de s'éteindre,
victime d'un malaise soudain en plein spectacle. Le lendemain, les journaux de New York titrent sur la disparition du géant de l'opéra. En France, la nouvelle est relayée par la presse spécialisée et les radios culturelles. Les mélomanes français se souviennent de ses prestations à Paris et de ses enregistrements qui tournaient dans les salons des amateurs d'opéra. Sa voix, large, noble, inoubliable, faisait de lui un interprète unique de Verdi. À l'époque, beaucoup voient dans sa dernière scène une coïncidence troublante. Chanter ces mots, mourir, tremenda causa, juste avant de s'effondrer, semble presque irréel. Les critiques parlent d'un moment d'art absolu, où la frontière entre la fiction et la vie s'est effacée. Quelques jours plus tard, un service solennel est organisé au Metropolitan Opera. Des artistes du monde entier lui rendent hommage. En France, des concerts commémoratifs sont organisés à Paris et à Lyon. Les voix s'unissent pour célébrer celui qui avait fait vibrer les plus grandes scènes. Le 4 mars 1960, Leonard Warren a quitté la scène comme un prince du chant. Devant un public bouleversé, il a offert son dernier souffle à la musique, scellant pour toujours son nom parmi les légendes de l'opéra. Numéro 11, Richard Versal. Le 5 janvier 1986, au Metropolitan Opera de New York, la salle est pleine à craquer. Le rideau s'ouvre sur The Macropulos Case, un opéra de Leos Janáček, rarement joué mais admiré par les connaisseurs. Dans le rôle de Vitek, Richard Versal, ténor américain respecté, fait son entrée. Il monte lentement à une échelle, une partition à la main, comme le veut la mise en scène. L'orchestre accompagne son ascension d'une musique tendue, presque inquiétante. Arrivé en haut, il entame sa première phrase, un vers prophétique qui résonne dans la salle. À peine les derniers mots sortis de sa bouche, il s'interrompt brusquement. Son corps se penche en avant, son équilibre se rompt. Il bascule dans le vide et chute de plusieurs mètres sous les yeux du public. Un cri s'élève dans la salle, la musique s'arrête immédiatement, les lumières s'éteignent. Le rideau tombe. Les spectateurs, d'abord figés, se lèvent lentement, bouleversés. Personne ne comprend encore ce qui vient de se passer. Les secours interviennent aussitôt. Le silence règne dans les couloirs du Métropolitan. Les artistes restent en coulisses, certains en pleurent. Quelques minutes plus tard, la direction du théâtre annonce l'interruption définitive du spectacle. Richard Versal, âgé de 63 ans, n'a pas survécu à sa chute. La nouvelle parcourt le monde lyrique comme une onde de choc. En France, les journaux spécialisés saluent la mémoire d'un artiste discret mais exceptionnel. Les amateurs d'opéra se souviennent de son interprétation de Parsifal et de ses débuts au Festival de Bayreuth. Sa voix claire, son phrasé précis et son respect absolu du texte lui avaient valu l'admiration des musiciens européens. Les critiques français notent aussi l'ironie tragique de sa dernière réplique, chantée juste avant le drame, une phrase qui parlait du passage du temps et de la mort. Beaucoup y voient un symbole douloureux du destin d'un artiste dévoué corps et âme à son art. À New York, une cérémonie intime est organisée quelques jours plus tard dans le grand hall du Metropolitan Opera. Les chanteurs, musiciens et techniciens se réunissent pour lui rendre hommage. Les rideaux restent tirés, et sur la scène vide, un simple projecteur éclaire une partition posée sur une chaise. Le 5 janvier 1986 restera gravé dans la mémoire de l'opéra comme l'un de ces soirs où la réalité a traversé la fiction. Richard Versal est tombé au cœur même de la musique, dans un moment suspendu entre l'art et la vie, offrant sans le savoir son dernier acte à la scène qu'il aimait tant. Numéro 12, Alejandro Meravfel. Le 22 septembre 2023, à Ambronaï, une petite commune de l'Ain, le célèbre festival de musique baroque bat son plein. Dans l'abbatiale, remplie d'un public attentif, les premières notes de l'oratorio Il Trionfo del Tempo y del Disingano résonnent sous les voûtes anciennes. Alejandro Meravfel, baryton argentin respecté, chante aux côtés de l'ensemble Capella Mediterranea. La soirée s'annonce grandiose, baignée de lumière et de recueillement. Depuis le début du concert, le chanteur rayonne. Sa voix profonde et veloutée emplit la nef, sa diction parfaite captive les auditeurs. Il interprète le rôle du temps, personnage symbolique qui incarne la sagesse et la finitude de la vie. Tout semble en harmonie, chaque note suspendue dans l'air semble bénir l'instant. Vers la fin de la représentation, alors qu'il entame un air d'une intensité rare, Alejandro Meravfel pose une main sur sa poitrine, chancelle légèrement puis s'effondre sur scène. Le public croit d'abord à un effet dramatique, car la musique semble accompagner sa chute. Mais les musiciens comprennent immédiatement la gravité de la situation. L'orchestre s'interrompt, le chef d'ensemble baisse les bras,
Les chanteurs se tournent vers leurs collègues à terre. Le silence tombe sur l'église. Les secours sont appelés, des spectateurs se lèvent, certains prient, d'autres retiennent leurs larmes. Malgré les tentatives de réanimation, rien ne peut être fait. Alejandro Meirapfel s'éteint sur la scène du festival, là même où il avait tant de fois enchanté le public français. La nouvelle se répand dès la nuit à travers la presse culturelle. Les médias français saluent la mémoire d'un artiste d'une grande humanité. Né à Buenos Aires, formé en Europe, il avait fait de la France sa seconde patrie musicale. Il se produisait régulièrement à Versailles, à Beaune, à Ambronay, apportant sa voix puissante et son humilité à chaque projet. Les musiciens de Capella Mediterranea lui rendent hommage en rappelant qu'il aimait dire que chanter, c'était prêter sa respiration à la beauté. Cette phrase devient symbole de son art. Quelques jours plus tard, le festival organise une soirée silencieuse en sa mémoire. Le public revient dans la même abbatiale, non pour écouter, mais pour se souvenir. Sur l'autel, une simple photo de l'artiste, entourée de bougies, éclaire la pierre claire. Le 22 septembre 2023, la musique baroque a perdu l'une de ses voix les plus pures. Alejandro Meirapfel a quitté la scène dans la lumière, porté par la paix qu'il avait toujours cherchée dans chaque note. Numéro 13, Tommy Cooper. Le 15 avril 1984, à Londres, la soirée est animée par une émission télévisée en direct intitulée « Live from Her Majesty's ». Le public rit déjà avant même que le spectacle ne commence, car la star du jour est l'un des humoristes les plus aimés du Royaume-Uni. Tommy Cooper, reconnaissable à son fez rouge et à sa stature imposante, entre sur scène sous une pluie d'applaudissements. Sa présence seule suffit à déclencher les rires. Il commence un numéro classique mêlant magie et maladresse, son style signature. Ses tours ne fonctionnent jamais comme prévu, mais c'est justement ce qui fait rire la foule. Sa voix grave, ses mimiques et son regard complice avec le public remplissent la salle d'une énergie joyeuse. Derrière son humour, il cache pourtant une fatigue grandissante. Il a 63 ans et des années de carrière derrière lui, marquées par des tournées incessantes. Vers la fin du sketch, alors qu'il tente de sortir un foulard de sa manche, il s'immobilise soudain. Sa main reste en l'air, son sourire figé. Le public éclate de rire, croyant à un gag parfaitement exécuté. Les techniciens dans les coulisses pensent la même chose. Quelques secondes passent, longues, pesantes, puis son corps s'affaisse lentement vers l'avant. Les rires continuent un instant, jusqu'à ce que le rideau se ferme. Le silence envahit la salle, les caméras coupent la diffusion. Les équipes se précipitent sur scène. Les spectateurs, encore incrédules, ne comprennent pas ce qu'ils viennent de voir. Le spectacle s'interrompt définitivement. La nouvelle se répand dans la soirée. Tommy Cooper vient de s'effondrer en direct devant des millions de téléspectateurs. Le lendemain, la presse britannique consacre ses unes à l'humoriste. En France, les journaux et les chaînes de télévision relaient l'événement. Beaucoup de Français connaissaient Tommy Cooper grâce à ses apparitions dans les émissions anglophones diffusées sur les chaînes publiques et à son humour universel, fondé sur le rythme, la surprise et la gentillesse. Son décès en pleine scène, sous les applaudissements, marque profondément le monde du spectacle. De nombreux comédiens français évoquent un artiste qui incarnait la simplicité et la générosité. Sa capacité à faire rire sans jamais blesser, à transformer chaque erreur en moment de grâce, reste un modèle pour plusieurs générations. Le 15 avril 1984, la télévision britannique a perdu l'un de ses visages les plus lumineux. Ce soir-là, Tommy Cooper a quitté la scène comme il y avait toujours vécu, dans un éclat de rire partagé avec le public, fidèle jusqu'à son dernier instant de spectacle. Numéro 14, Ian Cognito. Le 11 avril 2010 à 9, dans un petit théâtre de la ville de Bicester, en Angleterre, la soirée d'humour commence comme tant d'autres. Les spectateurs sont venus nombreux pour voir Ian Cognito, un comédien connu pour son humour noir, sa répartie tranchante et son style direct. Sur scène, il salue le public avec son accent rugueux, plaisante sur la fatigue, puis entame son spectacle. L'ambiance est légère, les rires fusent. Depuis plus de 30 ans, Ian Cognito sillonne les scènes britanniques, fidèle à son art du stand-up à l'ancienne. Ce soir-là, il est en pleine forme. Ses blagues font mouche, il joue avec les réactions du public, improvise, fait rire aux larmes. À un moment, il évoque la mort sur scène, en plaisantant. Il dit en riant qu'il serait amusant de partir ainsi, en plein milieu d'un sketch, et que personne ne s'en rendrait compte. Le public éclate de rire, sans imaginer ce qui va suivre. Quelques minutes plus tard, il s'assoit sur un tabouret,
regarde la salle et reste silencieux. Certains spectateurs riant encore, pensant qu'il prépare une chute comique. Son corps s'immobilise, sa tête penche légèrement en avant. Les rires continuent quelques secondes avant que le silence ne s'installe. L'organisateur du spectacle monte sur scène, tente de lui parler, puis comprend. Les secours sont appelés, la salle se vide lentement, les spectateurs choqués réalisent qu'ils ont assisté à un moment tragique. La nouvelle se répand dès la nuit dans tout le pays. Les journaux anglais racontent qu'un humoriste est mort en plein numéro, sous les rires de son public. En France, les médias relaient l'histoire, frappés par son aspect à la fois bouleversant et surréaliste. Ian Cognito, de son vrai nom Paul Barbieri, avait 60 ans. Il était respecté dans le milieu pour son indépendance, son talent brut et sa fidélité à l'esprit libre du stand-up. Les comédiens britanniques lui rendent hommage, saluant un artiste authentique, sans artifice, toujours prêt à tout donner pour le rire. Beaucoup rappellent sa générosité et sa passion pour la scène, sa capacité à transformer chaque silence en éclat de vie. En France, les amateurs de comédie anglaise se souviennent de lui comme d'un symbole de l'humour vrai, celui qui n'a besoin ni de décor ni de mise en scène. Le 11 avril 2010 à 9, dans un petit théâtre de campagne, Ian Cognito a offert au monde son dernier numéro. Un moment étrange, mêlant le rire et le silence, resté gravé comme l'un des plus marquants de l'histoire du spectacle vivant. Numéro 15. Judge Dredd. Le 13 mars 1998, dans la ville anglaise de Canterbury, un petit club accueille un concert de reggae devant un public fidèle. Judge Dredd, de son vrai nom Alexander Hughes, monte sur scène sous les acclamations. Depuis des décennies, il est une figure incontournable du ska et du reggae britannique. Son humour décalé, ses paroles audacieuses et sa voix grave en ont fait un artiste culte. Le public danse, chante et rit. L'atmosphère est joyeuse, presque familiale. Il enchaîne les chansons, plaisante entre deux morceaux, salue les visages connus dans la salle. À 52 ans, il conserve la même énergie qu'à ses débuts. Vers la fin du concert, il commence un dernier titre, un classique que tout le monde attend. Sa voix résonne, profonde et vibrante. Puis, en plein couplet, il ralentit, se tourne vers les musiciens, pose la main sur son torse et s'arrête net. Les instruments continuent un instant avant que le silence ne tombe. Les spectateurs croient à une improvisation, mais l'artiste ne bouge plus. Les techniciens s'avancent, les secours sont appelés. Le club s'assombrit. Les lumières se tamisent. Les fans, d'abord incrédules, se taisent les uns après les autres. Judge Dredd vient de s'éteindre sur scène, au milieu de sa musique, entouré de ceux qui l'avaient suivi toute sa vie. Dès le lendemain, la presse britannique annonce la nouvelle. En France, les amateurs de reggae apprennent avec tristesse la disparition de ce chanteur unique, premier artiste blanc à avoir atteint le sommet des classements reggae jamaïcains. Ses chansons, drôles et provocantes, avaient traversé la Manche pour conquérir le public français dans les années 70. Les radios spécialisées diffusent Big Six, Big Seven et Big Eight, ses morceaux les plus célèbres. Des hommages lui sont rendus dans plusieurs festivals reggae européens. En France, de nombreux artistes lui dédient leurs concerts, rappelant son influence sur la scène ska et reggae. Malgré son humour parfois controversé, Judge Dredd était reconnu pour son humanité, sa générosité et son amour sincère pour la musique. Le 13 mars 1998, la scène britannique a perdu l'un de ses pionniers les plus originaux. Son dernier souffle s'est confondu avec le dernier accord d'un morceau qu'il adorait chanter. Aujourd'hui encore, dans les bars et festivals, ses chansons continuent de faire danser et sourire ceux qui se souviennent de lui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes.